OK, donc imaginez un cours d'art à l'école dans lequel on vous apprend à peinturer des étoiles, mais rien d'autre. Donc plutôt que de prendre le temps d'étudier des œuvres de Picasso, Van Gogh, Léonard de Vinci, vous passez l'année à raffiner vos étoiles, comme celle-là. Est-ce que ça vous donnerait le goût de continuer? Est-ce que ça vous ferait aimer l'art dans sa globalité, l'art de la peinture? Je pense que la plupart du monde dirait quelque chose comme « Les cours d'art à l'école étaient une perte de temps, ça me fait réaliser à quel point j'aimais pas la peinture. » Mais ce que vous voulez dire, plutôt avec ça, c'est à quel point j'aimais pas peindre des étoiles. D'accord. Mais si on prend notre étoile et qu'on prend le temps de la regarder sous tous ses aspects, donc d'un point de vue plus global, et qu'on étend notre vision à l'ensemble, l'immensité de l'espace qui l'entoure, est-ce que le résultat ne serait pas plus séduisant? Je pense que c'est là qu'on peut voir la beauté, donc l'immensité de l'espace dans lequel on habite. Croyez-le ou non, c'est un peu comme ça que les maths nous sont enseignés en Occident. Donc ce qu'on voit à l'école est seulement une petite partie de cette science-là, et en conséquence, on peut avoir beaucoup de difficultés à donc, avoir la pertinence, l'aboutissement de ce qu'on étudie. Bon, certains pourraient en tirer une conclusion du genre les cours de maths à l'école étaient une perte de temps, j'ai vraiment pas aimé ça. Et moi, je vous répondrai donc, en disant que, en reprenant mon analogie, donc en vous disant que c'est parce que vous n'êtes pas encore rendu à l'étape de peindre l'espace en entier, mais que vos talents de peinture se sont contentés jusqu'à maintenant de peindre des étoiles. Donc, mon but aujourd'hui, ça va être donc, de vous montrer, de vous guider à travers cet espace-là, de cette science-là qui est omniprésente dans notre société, sans qu'on réalise pour autant. Et pour les sceptiques, ou pour ceux qui n'ont pas fait de maths depuis longtemps, je ne pense pas qu'on a nécessairement besoin d'être mathématicien pour pouvoir bénéficier donc de cette science-là. Donc, en ce qui me concerne, je suis étudiant en médecine, donc je n'ai pas la prétention d'être à la hauteur d'un mathématicien, mais ça ne m'empêche pas donc d'être passionné par ces domaines-là, qui, selon moi, permettent vraiment de comprendre les phénomènes qui nous entourent. Donc, tout ça pour vous dire que la science dont je vous parle, cette science qui étudie les connexions entre les nombres, elle est partout. Et elle permet d'abord de satisfaire à la fois donc, un désir primordial, la curiosité, mais aussi de répondre à des questions vraiment fascinantes du genre comment est-ce que le flux sanguin fonctionne, ou de répondre à des questionnements existentiels du genre pourquoi est-ce que mon compte de banque est toujours vide. OK, allons-y avec un exemple. Donc, revenant avec nos étoiles, quand j'étais petit, je me suis toujours posé une question, savoir c'est gros comment une étoile. Et bon, puisque je n'avais pas de réponse, je me suis décidé à la trouver par moi-même. Et ça, c'est avant de savoir évidemment qu'une étoile, bon, c'est sphérique, c'est en 3 dimensions, et non pas en forme d'étoile de mer avec des pointes. Comme celle-là. OK, donc c'est gros comment une étoile, comme celle-là. Autrement dit, c'est quoi son aire? Si je pose que, mettons, sa largeur et sa longueur sont de 2 mètres. Donc, on a tous vu ensemble à l'école comment calculer l'aire de figure à l'aide de formules, n'est-ce pas? Donc, pour un triangle, on va aller faire base fois hauteur divisé par 2. Pour un carré, on peut faire côté fois côté. Pour un disque, on va aller faire pi fois le rayon au carré. Puis il y a plein d'autres formules de ce genre-là. Mais c'est là qu'on sort à notre première crise existentielle, à savoir, il n'y a pas de formule pour une étoile. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait dur? Non, c'est pas vrai. Je vais plutôt vous inviter à essayer de pratiquer un raisonnement qui est propre aux maths, dans lequel vous devez prendre ce que vous savez déjà et l'appliquer à la nouvelle situation. Donc, dans notre étoile ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a 4 pointes, des côtés arrondis. Qu'est-ce que je viens de dire? Côté arrondi. Un rond, c'est un cercle, puis un cercle plein, c'est un disque. Donc, on pouvez voir un disque ici? Oui? Non? Peut-être? Donc, je répète la question. Pouvez-vous voir un disque ou des disques sur l'image? Oui! Donc, comment je les vois? En les positionnant comme ça. Qu'est-ce que je viens de faire? Tout simplement couper mon étoile en 4 morceaux identiques. Et puis après, il suffit de les placer aux 4 coins de façon symétrique et on obtient cette figure-là. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est soustraire l'aire du disque à l'aire du carré et on obtient, vous savez maintenant comment calculer l'aire d'une étoile. Donc, vous voyez que donc, dans ce problème-là, ça demandait aussi un peu de créativité. Donc, autant on développe notre côté de raisonnement logique, donc de réflexion mathématique, on va aussi développer en même temps un côté créatif qui est vraiment cool. Et l'exemple ici, c'était pour vous montrer que souvent les maths nous permettent de comprendre les choses de façon différente. Et en fait, ça nous donne souvent une meilleure compréhension des choses. Donc,
c'est cool d'avoir une bonne compréhension, mais est-ce que les maths peuvent aussi nous aider à prendre des meilleures décisions? Donc, bonne nouvelle. Aujourd'hui, à TEDx Québec, vous courez la chance de gagner une voiture. Ou des gentils petits animaux. OK, voici comment ça marche. En fait, la voiture, le mouton et le cochon sont répartis aléatoirement derrière 3 portes. Vous en choisissez une et vous repartez avec ce que derrière. Mais attention, vous ne pouvez couvrir qu'une seule porte. Donc, laquelle allez-vous choisir? On va y aller avec un vote à main levée, d'accord? Tous ceux qui veulent la porte 1, on lève la main. La porte 2. La porte 3. Bon. La majorité semble être la porte numéro 3. Ben, c'est une faible majorité, mais bon. Alors, disons que vous prenez la porte numéro 3. Maintenant, à mon tour. Donc, entre ces 2 portes qui restent, moi, étant l'animateur et sachant où se trouve la voiture, je vais en ouvrir une. OK? Disons la numéro 2, qui contient le cochon. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous offre une opportunité. Donc, désirez-vous garder votre choix, la porte numéro 3, ou plutôt changer pour la porte numéro 1? Donc, tous ceux qui veulent garder le choix initial, on lève la main. Et tous ceux qui veulent qu'on change de porte? OK, bon, cette fois-ci, le peuple a parlé, on va garder la porte que vous avez choisie au départ, donc la porte numéro 3. OK, alors, on va ouvrir les portes. Et vous gagnez? Ah, le mouton. Bon, c'est pas truqué, le PowerPoint il est déjà fait. Bref, vous demandez sûrement quel choix était le mieux entre changer de porte ou conserver la même porte dans cette situation-là. Je pense qu'intuitivement, les 2 choix semblent aussi bons l'un que l'autre en termes de probabilité. Hein? Donc, on a une voiture, on a un animal, on a 2 portes, fait que 50-50. Hein? Je promets avoir un biais cognitif latent, avec moi qui essaie de vous pervertir, vous changer de porte, des choses de même. Bon, on entre dans des affaires un peu tordues ici, mais pour éviter toute source de biais, il existe une solution simple, et c'est d'exprimer la situation d'un point de vue mathématique. En fait, il existe 2 scénarios possibles. Donc, dans le premier scénario, vous avez choisi au départ la porte qui contient la voiture, puis moi j'en ouvre une autre. Et donc, dans ce cas-là, vous devez conserver cette porte-là pour pouvoir la gagner. Vous êtes d'accord? Et ce scénario-là arrive une fois sur 3, comme il y a une voiture et 3 portes. Maintenant, dans le deuxième scénario, vous avez choisi au départ une porte qui ne contient pas la voiture, donc qui contient le cochon, ou le mouton. Et moi, j'ouvre l'autre porte qui contient l'autre animal. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes d'accord qu'il faut changer de porte, donc changer de choix pour gagner la voiture. Et ce deuxième scénario arrive 2 fois sur 3, comme on a 2 animaux parmi les 3 portes. Et donc, on aurait 2 tiers des chances de gagner la voiture si on change de porte, et seulement 1 tiers des chances si on conserve notre choix initial. Je pense qu'une façon de l'illustrer, ça serait donc sous la forme d'un arbre de probabilité. Donc, si on regarde ici, la branche d'en haut représenterait le scénario 1 et les 2 branches du bas, le scénario 2. Et tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de multiplier les probabilités sur chaque branche, donc sur chaque chemin de gauche à droite, pour obtenir la probabilité totale que l'événement, illustré par la branche, se réalise. Et si on fait la somme, si on additionne les probabilités totales, on se rend compte encore une fois qu'on aurait 2 tiers des chances de gagner la voiture si on change de porte, et seulement 1 tiers si on conserve la même porte. Donc, alors que votre intuition vous a porté à croire peut-être le contraire, vous voyez que les maths nous ont permis de prendre une décision éclairée ici. Donc, la morale de l'histoire, c'est vraiment que les maths peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions. Bon, je parle de morale, c'est en train de devenir un peu philosophique mon affaire, mais vous savez, autrefois, les maths et la philo ne faisaient qu'un. Donc, beaucoup de grands mathématiciens, donc je pense à des gens comme Blaise Pascal, René Descartes ou même Leibniz, qui est le créateur donc, du calcul différentiel intégral, ils ont été ou sont devenus éventuellement des philosophes. Je pense que c'est 2 champs qui se complémentent parce que les maths peuvent éventuellement nous amener des réponses ou des résultats qui sont un peu perturbants, déstabilisants, voire effrayants. Et c'est là qu'on va se tourner vers la philo, donc pour donner une justification, une explication à ces réponses-là.
Comme par exemple, si je vous dis « tout mouvement est impossible ». Bon, ça va avoir l'air d'un fou, là, parce que je bouge en ce moment. Mais pourtant, c'est ce que Zénon d'Élée, un philosophe et mathématicien grec, a réussi à prouver grâce à une course opposant le fameux Achille contre une tortue. Donc, la situation se déroule comme suit. Achille étant un homme humble et juste et gentil, qui accorde une longueur d'avance à la tortue, disons 10 mètres. Voilà. Et donc, la tortue commence à courir, et lorsqu'elle atteint les 10 mètres, Achille donc, commence lui aussi à courir et parcourt rapidement les 10 mètres qui le séparent de la tortue. Mais vous êtes d'accord que pendant ce temps-là, la tortue a le temps d'avancer un peu. Disons 1 mètre. Donc, il reste donc à Achille un 11e mètre à parcourir avant de rattraper la tortue. Mais pendant qu'Achille parcourt ce 11e mètre-là, la tortue a encore le temps d'avancer un peu. Hein? Donc, peut-être un quart de mètre. OK. Mais là, Achille, il doit rattraper la tortue en parcourant ce dernier quart de mètre-là. Mais pendant qu'il fait ça, la tortue a encore le temps d'avancer un peu. Mais, et aussi, petite ou infime la distance soit-elle, on se rend compte qu'Achille ne pourra jamais rattraper la tortue, parce qu'à chaque fois qu'il couvre la distance qui sépare la tortue, bien, la tortue a le temps d'avancer un peu plus. Et par conséquent, Achille ne pourra jamais rattraper la tortue. Bon, vous allez me dire que cette situation-là est totalement absurde, parce qu'évidemment, si on fait le test dans la vraie vie, on se rend compte qu'un coureur olympique comme Achille va dépasser facilement la tortue. Mais pourtant, d'un point de vue mathématique, ça semble indiquer le contraire. Donc, prenons la situation, mais je vais le simplifier encore plus. Disons qu'on a une pièce que je veux parcourir de gauche à droite, puis la pièce fait 1 mètre. OK. Donc, pour commencer, je vais parcourir la première moitié, et il me reste l'autre moitié à parcourir. D'accord? Mais là, cette deuxième moitié-là, avant de la parcourir au complet, je dois parcourir sa moitié. Donc, 1 quart. OK. Donc, c'est fait, il me reste un dernier quart à parcourir. Mais ce dernier quart-là, avant de le parcourir au complet, je dois parcourir sa moitié, donc un 8e. Donc, il me reste un dernier 8e. Mais pour me rendre jusqu'au bout du dernier 8e, avant ça, je dois parcourir sa moitié, donc un 16e. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc, peu importe la distance qui nous reste à parcourir, en fait, elle sera toujours divisible en une infinité de moitiés. Ce qui fait en sorte que finalement, je ne pourrais pas me rendre d'un côté de la pièce à l'autre côté. En fait, ce paradoxe-là rend tout mouvement impossible. Sachant qu'avant de faire un mouvement, ben, je dois faire la moitié du mouvement. Mais en faire la moitié, je dois faire la moitié de la moitié, et ainsi de suite. Donc, comment expliquer ce paradoxe-là, qui semble si convaincant, si je vous dis que la preuve se trouve devant vous? Regardons l'équation qu'on a ici, d'accord? En fait, il s'agit d'une sommation infinie. Vous êtes d'accord? Donc, une addition infinie de nombres comme une demi, plus un quart, plus un 8e, un 16e, jusqu'à l'infini. OK. La clé ici, en fait, c'est qu'une sommation infinie de nombres peut aboutir à un résultat fini. Okay, donc, je répète, on peut additionner une quantité infinie de nombres et aboutir à quelque chose de fini, comme 1 ou 2 ou 50 000, peu importe, c'est 1 dans notre cas. Okay? Je pense que la meilleure façon de vous le prouver, ce serait de l'illustrer. Donc, prenons la même situation, mais cette fois-ci, chaque nombre représente un aire. Okay? On va donc tracer des rectangles et des carrés qui correspondent à l'aire de chaque nombre. Et vous voyez que même si on a une quantité infinie de rectangles et de carrés, si on les emboîte donc de façon symétrique, ça va faire au total un carré avec une aire qui est finie, une aire d'1 mètre carré. Et c'est suite à la naissance du calcul infinitésimal que les mathématiciens ont pu réfuter ce paradoxe-là que je viens de présenter. En fait, ce à quoi on a affaire ici, c'est ce qu'on appelle une série géométrique. C'est une série qui peut être convergente, c'est-à-dire qui peut aboutir à un résultat fini. Et il existe maintenant une formule pour calculer la convergence ou la divergence d'une série géométrique, formule qui est enseignée aujourd'hui dans tous les cégeps du Québec et partout à travers le monde. Bon, j'ai l'air bien savant en disant ces termes scientifiques-là, mathématiques, mais en fait, vous comprenez qu'il s'agit juste de mots qu'on a posés pour décrire le principe de sommation que je viens de vous expliquer, principe que vous commencez sûrement à comprendre. Mais Zénon, lui, il n'a pas eu de cette chance-là. Paraît-il qu'il aurait été arrêté par le tyran pour cause de trahison et qu'il aurait été exécuté. On dit même qu'avant sa mort, il aurait tranché sa propre langue avec ses dents et il aurait craché sur le tyran pour se venger. Mais bon, est-ce que la langue s'est rendue jusqu'au tyran ou seulement à la moitié de la moitié? On ne saura jamais. Bon.
Ce à quoi on vient de toucher ici, c'est une branche des maths qui nous permet de travailler avec l'infiniment petit grâce au calcul différentiel, et dans notre cas, l'infiniment grand grâce au calcul intégral. Donc, c'est une facette vraiment fascinante des maths qui nous permet de toucher à ça. Et donc, l'espèce de vertige qu'on ressent à jongler avec l'infini, l'espèce de sentiment de comprendre des situations qui dépassent les limites physiques de notre corps, je pense que c'est ça que les maths peuvent nous apporter. Donc, pour terminer, il s'agit vraiment donc d'un vaste champ de connaissances dans lequel on peut voyager à travers des mondes fascinants sans même avoir besoin de lever le petit doigt. Donc, tout se passe vraiment là-dedans. Bon, j'ai l'air un peu fou en disant ça, là, mais vous comprenez l'idée. Donc, aujourd'hui, on a parlé un peu de géométrie, de probabilité, de calcul différentiel intégral, mais il faut savoir aussi que le monde des maths est loin de s'arrêter là. Donc, au niveau des maths pures, on peut parler de trigonométrie, d'algèbre linéaire, de théorie des ensembles, et on peut aussi appliquer ça pour faire des statistiques, de l'économie, des maths appliquées à la physique, la chimie, la bio. Donc c'est vraiment une science qui regroupe beaucoup de domaines, donc qui connecte vraiment beaucoup de domaines ensemble. Et c'est ce qui rend ça vraiment cool. Bon, là, je vous lance ça tout d'un coup comme ça peut sembler un peu peut-être gros ou même ambitieux. Vous savez, je suis aussi un gros fan de musique, puis je joue beaucoup de piano. Et j'ai aussi la chance d'enseigner à quelques élèves donc dans mon temps libre. Mais est-ce que tous mes élèves aspirent à devenir pianistes de concert en pratiquant des heures puis des heures chaque jour? Non, c'est sûr. Mais en leur apprenant les bases du piano, comme le rythme, les notes, ça leur permet de jouer beaucoup de pièces. Donc ça ne fait pas d'eux le meilleur pianiste au monde, certes, mais ça leur permet d'enrichir leur vie et ça leur apporte beaucoup de plaisir. Donc dans le même ordre d'idée, je ne pense pas qu'il faut être un crack des maths pour pouvoir apprécier ce que cette discipline-là peut nous apporter. Donc il suffit d'avoir l'esprit ouvert et d'y consacrer du temps et de la passion. Donc, je vous invite donc à entrer dans ce monde-là en sachant que ces portes vous sont grandes ouvertes et que peu importe ce que vous allez trouver à l'intérieur, vous allez en ressortir avec une vision renouvelée du monde et qui sait, peut-être une nouvelle passion. Merci.